sera plus chaleureux. Moi, je suis fatigué. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis content, comme toujours, de vous accueillir dans cette maison d'Europe, d'accueillir sa présidente. Avant de passer la parole à Monsieur le Ministre, quelques mots sur l'activité de l'ERDS, comme d'habitude, les prochaines réunions. Donc, nous participons le 27 novembre, pour ceux qui s'intéressent à l'hôpital, à un colloque que nous avons organisé avec l'École de santé de Rennes et l'ensemble des partenaires sociaux du secteur de l'hôpital, le 27 novembre prochain au ministère de la Santé sur le dialogue social et le management à l'hôpital. Nous recevons le 17 décembre, nous avons la première réunion ici même l'après-midi du cycle monté par nos amis d'Europe et Société. Donc je rappelle que Jacques Moreau qui est là, Jacques levez la main, voilà, ceux qui voudraient poser des questions sur ce cycle dont vous avez été informés, donc qui a pour ambition de vous aider à mieux connaître les acteurs du dialogue social européen. Donc c'est un cycle d'une dizaine de réunions. Nous accueillons le 19 décembre Bernadette Poison de la FSU et nous aurons début 2014 Pierre Gattaz, la date reste à fixer. Dans les petits dossiers que vous avez eus en arrivant, pour ceux qui ont pris les dossiers en se retournant à la table, vous avez une suggestion de contribution à un grand prix qui s'appelle les bonnes nouvelles des territoires, auquel l'association s'est associée parce que nous pensons qu'il est utile que tous ceux qui s'intéressent aux bonnes nouvelles, qui remontent du terrain, eh bien, voient la part que le dialogue social peut prendre à certaines réussites. Donc, si vous avez des belles histoires à raconter, n'hésitez pas à nous en faire part, on vous aidera à remplir la fiche de présentation de votre cas, parce qu'on cherche, c'est notre vocation RDS, à promouvoir le dialogue social. Donc, si on peut raconter de belles histoires pour donner envie à ceux qui n'ont pas encore embrayé dans ces sujets-là, nous en serons satisfaits. Alors, ce matin, nous vous avons invité à la demande de M. Hamon, donc ministre délégué à l'économie sociale et solidaire et à la consommation, qui porte un projet de loi sur l'économie sociale et solidaire, qui est conséquent en volume pour ceux qui ont pris le temps d'aller dans les textes, et parce qu'il a souhaité débattre avec vous, donc dans un public élargi et dans un climat courtois, comme il est toujours mis ici, sur les objectifs de ce projet de loi. Ce sera le premier point. Je demanderai au ministre de nous dire quelles sont les idées forces qui portent ce projet, quels objectifs il poursuit, parce que je pense qu'avant de débattre des propositions qui sont faites, il est important, comme dans tout dialogue, de prendre le temps de s'écouter et de se comprendre. Donc nous aurons une première phase sur les présentations des principaux objectifs poursuivis, et puis dans un deuxième temps, qui sera le plus long, parce que c'est là, je pense, qu'il y aura plus de débats, il nous présentera les principales dispositions dont il veut parler avec vous, et la parole sera, comme d'habitude, très libre entre vous autres participants et lui. Voilà, donc, Monsieur le Ministre, merci d'être venu parmi nous, et je vous passe la parole. Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je vais essayer de vous présenter le texte de loi sur l'économie sociale et solidaire en deux temps. Réservé donc dans un second temps notre échange au droit d'information préalable des salariés en cas de transmission de l'entreprise, qui apparaît médiatiquement comme une sorte de plat de résistance, même si à bien des égards, les dispositions qui sont contenues dans cette loi et qui vont concerner toutes les entreprises de l'ESS méritent au moins autant que cette mesure-là qu'on s'y attache et qu'on regarde de quoi il s'agit. Bon, le secteur de l'économie sociale et solidaire, je ne reviens pas, les grandes familles historiques, les coopératives, les mutuelles, les fondations et les associations réclamaient depuis longtemps une loi qui à la fois toilette les textes législatifs dont ils dépendent, les textes réglementaires, mais aussi appelait une nouvelle ambition des pouvoirs publics
en faveur de ce secteur. Pourquoi? Parce que c'est une économie très territorialisée, qui bénéficie déjà beaucoup de l'implication et de l'initiative des collectivités locales, mais qui manquait, non pas l'État, mais en tout cas une ambition de l'État pour permettre une forme d'alignement des planètes, d'écosystèmes qui garantissent un accès au financement beaucoup plus vertueux qu'il ne l'était auparavant, un accompagnement pour faire mûrir les projets, éclore les projets plus vertueux qu'ils ne l'étaient auparavant, une capacité à soutenir l'innovation sociale et la création de valeur liée à l'innovation sociale plus forte qu'elle ne l'était auparavant, une meilleure définition de ce qu'est l'utilité sociale. Bref, il y avait un travail assez important, réalisé déjà par le secteur, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais qui nécessitait la reconnaissance à la fois du législateur, mais aussi des pouvoirs publics, d'où la création du ministère et ce qui était l'agenda politique sur lequel je me suis penché depuis maintenant plus d'1 an et demi. Tout ça pour vous dire que j'étais à la Toscane en arrivant, je me demandais si j'étais morose. Moi, je ne le suis pas. Je vais vous même dire que c'est exactement le contraire quand on est ministre, en tout cas, de l'économie sociale et solidaire. J'ai visité hier le leader mondial des thérapies géniques, qui est un laboratoire pharmaceutique, association de vaccination privé non lucratif et leader mondial. C'est Généton Bioprod, une remarquable initiative qui appelle des financements nouveaux d'ailleurs, qui ne peuvent pas relever que de l'économie du don, c'est-à-dire ce que vous faites dans le cadre du Téléthon, mais bien de l'investissement et des pouvoirs publics et de partenaires industriels. Et on est sur des projets qui vont faire de ce laboratoire, probablement, nous espérons en tout cas, nous mobilisons pour, un des acteurs mondiaux demain des réponses en matière de thérapie génique qui permettront de commercialiser un médicament à des tarifs qui sont des tarifs qui correspondent à l'idée qu'on se fait d'un prix juste et maîtrisé dans ce domaine-là, puisqu'il s'agit notamment de médecine personnalisée et qui nous évite que les thérapies pour lesquelles les gens ont donné de l'argent soient inaccessibles en termes de marché tellement qu'elles seraient chères. Le point est extrêmement positif, comme hier soir, quand j'ai participé à la nuit des entreprises, en tout cas de la responsabilité sociale des entreprises organisée par l'APF, l'Association des paralysés de France, et qui valorisait de quelle manière les grandes entreprises aujourd'hui, en matière de RSE, nouent des partenariats avec le monde du handicap et le travail protégé, ou intègrent au mieux des travailleurs en situation de handicap en milieu ordinaire, mais de surcroît de quelle façon le dialogue social aujourd'hui fait de la RSE et de ses partenariats un point dans ce centre de grandes entreprises tout à fait important sur lequel chefs d'entreprise, management et salariés se retrouvent pour enclencher des stratégies qui sont des stratégies qui recherchent des externalités positives optimales dans le champ de l'environnement comme dans le champ social. Bon, tout ça pour vous dire ce qui est mon état d'esprit. En quoi la loi apporte-t-elle des changements? Et j'insisterai là-dessus avant de rentrer sur le débat, si vous voulez, sur le droit d'information, de manière à tendre le coup à quelques, à mon avis, très mauvaises interprétations ou préjugés qui circulent aujourd'hui dans les médias. D'abord, la loi va reconnaître l'économie sociale et va reconnaître une nouvelle famille d'entrants dans l'économie sociale, les entrepreneurs sociaux. Il y avait deux options qui étaient proposées au gouvernement. La première eût été de fermer le périmètre de l'économie sociale en considérant que les familles historiques, définies par leur statut, qui sont privées non lucratives, qui ont une gestion désintéressée, gouvernées démocratiquement, je l'ai dit, associations, coopératives, mutuelles, fondations, eh bien, incarnaient l'ESS historiquement et avaient vocation à l'incarner pour le siècle qui vient, encore qu'on légifère peu dans ce champ-là, mais au moins quelques longues années ou décennies. Et il y avait la seconde option, qui était de parier sur un changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire et de permettre à toutes celles et ceux qui veulent tantôt reprendre sous la forme au départ d'une société commerciale, mais en se fixant des principes en termes de rapatriement d'une partie des profits en réserve impartageable, d'encadrement de la distribution des dividendes, en termes de recherche de l'utilité sociale, de leur permettre d'être reconnus comme entrepreneurs sociaux et solidaires, de bénéficier non pas des contreparties fiscales, mais d'une forme de contrepartie liée à cette reconnaissance, et ainsi d'agrandir la famille. Nous avons choisi cette option inclusive, optimiste, qui permet à nos yeux le changement d'échelle, sans pour autant indiquer aux familles historiques que nous considérions qu'elles étaient arrivées à une forme de plafond en termes de développement, en leur permettant à elles aussi, vous allez le voir, de pouvoir grandir et de continuer à entreprendre, créer de l'emploi, développer de l'activité économique, même si parfois on est une association, une coopérative ou une mutuelle, ce qui n'est pas un obstacle sur le terrain
j'aimerais vous le démontrer, à la création d'emplois, à la résistance à la crise, et pas simplement parce qu'on bénéficie d'autres recettes que celles que l'on génère par son activité économique, on pense aux subventions, etc., ou à des crédits d'impôt, mais parce qu'aujourd'hui, ce modèle, statutairement, démontre sa résistance dans des périodes de forte bourrasque économique. C'est le premier acte que de permettre l'entrée de nouveaux entrants, et pour être très honnête, il répond au formidable engouement qui existe en faveur de l'entrepreneuriat social dans notre pays aujourd'hui. Et quand je dis formidable engouement, c'est une des raisons qui me rend moi très optimiste et positif, parce que non seulement on voit que le désir d'entreprendre est fort, mais que le désir d'entreprendre sous des formes qui sont celles de l'entrepreneuriat social est absolument considérable. Il justifie le développement des chaires d'entrepreneuriat social dans les écoles de commerce. Il justifie la multiplication des diplômes d'enseignement supérieur dans le champ de l'économie sociale, du management de l'économie sociale, etc., etc. C'est un signe, en tout cas, à la fois d'un désir de création d'activité, mais en même temps, du fait que les jeunes entrepreneurs, quand je dis jeunes, ça ne veut pas dire qu'ils ont 25 ans, en tout cas les nouveaux entrepreneurs, au sens nouveau, récent, tirent aussi un certain nombre de leçons de la crise, essayent, et en tout cas cherchent aujourd'hui à donner ce qu'ils disent être du sens à la création de leur activité. Point important sur lequel je voudrais revenir, c'est la manière dont ce texte va ensuite répondre à des besoins spécifiques. J'évoquais tout à l'heure l'innovation sociale. Par le débat parlementaire, nous donnerons une définition de l'innovation sociale, de façon à permettre aux banquiers publics, qui est Bpifrance, de pouvoir avoir une forme d'étalon à partir duquel travailler. Les polytechniciens et les ingénieurs des mines, c'est bien reconnaître de l'innovation technologique, quand ils sont banquiers. Par contre, l'innovation sociale, c'est un peu curieux, c'est pas trop ce que ça veut dire, c'est une sorte un peu diffus comme concept. Et ça appelait des réponses pour permettre à Bpifrance, dont nous avons décidé non pas de figer, mais de mobiliser, en tout cas sur le papier, après il faudra qu'il y ait les projets en face, 500 millions d'euros pour l'ESS, de pouvoir savoir ce qu'est l'innovation sociale, et au fonds d'innovation sociale qui sera abondé à moitié par les régions et à moitié par Bpifrance, de pouvoir faire son travail avec en tout cas une définition de l'innovation sociale qui lui permette de travailler. L'innovation sociale à nos yeux, c'est toute activité, en tout cas toute création d'activité, qui répond à des besoins sociaux non satisfaits ni par le marché ni par le secteur public sur un territoire donné, et on découvrira qu'en matière d'innovation sociale, en général, on réplique ce qui a pu être fait en dehors de chez nous ou chez nous, jamais diffusé, jamais répliqué, dans le domaine de la prise en charge de la petite enfance, de la prise en charge des personnes âgées, du maintien à domicile, de l'économie circulaire, de l'aide à la mobilité. Dans tous ces domaines-là, il y a énormément d'innovation sociale, mais les entreprises qui veulent innover manquent des fonds pour amorcer l'activité, pour l'installer, pour être accompagnées les premières années avant qu'elles puissent faire un peu de chiffre d'affaires. Bref, voilà, il y a là des besoins qui sont des besoins considérables. Le choix du gouvernement, là encore, non pas négativement, mais par désir, c'est une option politique, c'est de parier sur la coproduction. Je m'explique. Il est une multitude de besoins sociaux sur le territoire. Je prends la question de la prise en charge des tout-petits. Pour les familles monoparentales, ça existe en territoire métropolitain comme le nôtre. Moi qui suis élu de Trappes dans les Yvelines, je sais quoi? C'est qu'à Trappes, il y a des familles, des mamans, seules, qui ont besoin de travailler tôt, parce qu'elles sont en horaire décalé, mais qui ont zéro solution de garde d'enfants, sauf la voisine, la copine, ou la sœur, ou le papa quand il est là, quand c'est des familles monoparentales, pour garder leurs enfants, sinon elles perdent leur travail. Aujourd'hui, il existe des solutions construites à partir du diagnostic de ces besoins un peu partout dans le territoire, assez rarement d'ailleurs, pour assurer une garde d'enfants très tôt, l'accompagnement en classe, parfois une garde d'enfants le soir tard. Bref, il faut des solutions, sinon ces femmes perdent leur travail, perdent la capacité à pouvoir nourrir leurs enfants, ou alors on n'arrive pas à obtenir. Mais on voit bien que dans ce domaine-là, ce n'est pas une réponse standard, verticale, qui serait celle de l'État qui peut répondre à ce besoin, d'où la nécessité d'une coproduction entre les collectivités locales, les entreprises, le secteur privé non lucratif, c'est-à-dire toutes les initiatives qui existent en matière de crèches associatives, parentales, et l'État, pour faire en sorte que nous soyons en capacité de répondre à l'objectif fixé par le président de la République de création de plusieurs dizaines de milliers de places de crèches ou de garde d'enfants en mode collectif sur le quinquennat.
c'est le choix, est un choix du gouvernement que de faire de la coproduction. Il n'acte pas, ce que les esprits chagrins diraient, une forme de constat que finalement il n'y a plus les sous, donc il faut laisser faire à d'autres ce qu'on ne sait plus faire soi-même. C'est la volonté de dire, si on veut que la réponse à ces besoins sociaux soit efficace, elle doit tenir compte des besoins réels, donc des besoins liés à un territoire, et de la nécessité de coproduire, collectivités locales, acteurs économiques, acteurs privés non lucratifs et État. C'est en tout cas l'option que nous avons choisie et qui se déclinera aussi dans ce projet de loi. Quelques mesures, je ne veux pas être trop long parce que sur la loi, je vous en parlais assez longtemps, vous l'aurez compris. Quelques mesures qui concernent les grandes familles de l'ESS. D'abord pour le secteur associatif, ce qui me permettra de redonner une information qui concerne la loi de finances de l'année dernière et qui est passée totalement inaperçue. Pour le secteur associatif, nous allons donner une définition légale de la subvention. Beaucoup de donneurs d'ordre hésitaient à faire de la subvention, de peur d'être en infraction avec la législation européenne sur le financement des acteurs associatifs et préféraient finalement financer des associations par la mise en concurrence des associations entre elles et par des appels d'offres. Et ce qui est très frappant dans le financement des associations, c'est de quelle façon celles-ci sont de plus en plus financées par appel d'offres et de moins en moins par subvention. Nous avons voulu sécuriser la subvention, d'abord pour sécuriser les donneurs d'ordre, ceux qui subventionnent, mais pour faire quoi? C'est que le projet associatif, pour être efficace, parfois il a besoin de partir vraiment du diagnostic de l'association du besoin. Et pas simplement de la capacité de l'association à remplir un cahier des charges fixé par un tiers, le donneur d'ordre, qui n'est pas forcément le diagnostic qu'elle fait du besoin qu'elle constate sur le terrain. Et nous avons voulu donc soutenir le projet associatif en sécurisant, en donnant une définition légale à la subvention. La subvention n'avait pas de définition légale en France jusqu'ici, elle l'a, qui permettra de financer de manière plus sûre juridiquement les associations demain. L'information que je voulais vous donner et qui a été votée l'année dernière, mais qui, j'en profite, partout où je suis, je la donne, c'est une bonne nouvelle en termes d'impôts, c'est que... Ne souriez pas trop longtemps parce que ça peut me tenter. Non, j'ai pas de mais il ne faut pas me tenter quand même. Mais sur la taxe sur les salaires, qui est le plus aidé des deux? Le secteur privé non lucratif ou le secteur privé classique? On vous dirait assez naturellement que aujourd'hui, le secteur privé non lucratif est plus aidé par l'État que le secteur privé classique. Bien, Généton Bioprod, qui est privé non lucratif, ne reçoit ni crédit impôt recherche, ni CICE. Pourquoi? Parce qu'ils payent de la taxe sur les salaires, à peu près 3 millions d'euros. Or, eux, sur cette taxe, ne bénéficient d'aucun crédit d'impôt. Pour ces grosses associations, très gros employeurs, dans le secteur concurrentiel, puisqu'incontestablement aujourd'hui, les concurrents potentiels sur les thérapies géniques de Généton Bioprod, ça peut être quelques-uns de nos colosses de la pharmacie, d'ailleurs colosses qui jouent un rôle très important, et qui peuvent être ou des partenaires pour le développement industriel de Généton Bioprod, ou des concurrents, voire même les deux, ce qui arrive aussi. Et la question aujourd'hui pour la Croix-Rouge, qui gère des dizaines d'établissements de prise en charge de personnes âgées dépendantes, des dizaines d'établissements hospitaliers, c'est d'être victime d'une distorsion de concurrence, elle, par rapport à un certain nombre d'acteurs privés du monde hospitalier qui, eux, bénéficient du crédit d'impôt. Pareil pour Emmaüs, qui fait du recyclage, mais ne bénéficie pas du même crédit d'impôt que Veolia, qui, elle, en bénéficie. Donc on a déjà là une distorsion de concurrence qu'il nous faut nous apprécier. Alors on peut dire, mais Emmaüs est aidé par l'État parce que Emmaüs est une entreprise qui bénéficie non seulement de subventions, des exonérations fiscales liées aux dons, et puis développe des entreprises d'insertion. Mais oui, elle est aidée, pourquoi? Parce qu'elle met au travail des gens jugés difficilement intégrables sur le marché du travail sans parcours d'insertion, et pour lesquels il faut effectivement les accompagner parce qu'on estime qu'au départ, il y a des besoins d'encadrement, de formation, qui font d'eux des salariés moins productifs au point de départ qu'un salarié X ou Y. Mais j'indique cela sur cette distorsion de concurrence sous le CICE, c'est valable pour le champ des coopératives agricoles. On considère aujourd'hui, et c'est un problème par rapport au foyer de contestation en Bretagne, et aux problèmes qui existent en Bretagne, aujourd'hui les coopératives agricoles ne bénéficient pas non plus du CICE. Donc je mets ça juste dans le scope, comme on dit, pour qu'on l'ait en tête, pour que
on n'estime pas que l'ESS, c'est l'économie subventionnée ou sous perfusion de la subvention, quand l'autre économie, celle qui bénéficie du CIR, celle du CICE, elle serait l'économie qui s'est arrachée toute seule du terrain sans être aidée. Tout le monde reçoit des systèmes d'aide différents, pas toujours comparables, mais tout le monde est aidé. Je reviens à la proposition que nous avons faite, que nous avons fait voter, et qu'en dépit de cela, ceux qui payent la taxe sur les salaires sont rarement sont aussi pour nombre de, on va dire, de PME associatives, si vous voulez, ou de TPE associatives, et pour elles, nous avons fait porter l'abattement au paiement de la taxe sur les salaires de 6 000 à 20 000 euros, ce qui fait que 70% des associations, notamment des associations de terrain, celles qui sont des petits employeurs, celles qui embauchent ce salarié qui va encadrer vos enfants pour faire du foot, celle qui va prendre quelques animateurs pour faire du soutien scolaire, etc., celles-là seront totalement exonérées du paiement de la taxe sur les salaires, ce qui équivaut, pour celles qui étaient les plus grosses, à l'équivalent d'une subvention de 14 000 euros, ce qui pour un trésorier d'association modeste, peut-être que vous l'êtes sur votre territoire, est tout à fait bienvenu au début de l'année. Bon, je ferme avec les associations, pour dire que sur le champ coopératif, nous avons voulu prendre des mesures importantes, dont l'une d'entre elles, elle est accueillie avec un enthousiasme modéré, ce qui veut dire qu'il y a un peu d'enthousiasme quand même, et de la modération aussi. C'est le principe de la généralisation de ce qu'on appelle la révision coopérative, inspirée du monde des SCOP notamment, pas que, mais notamment. Je profite pour saluer son secrétaire général, ou président, je ne sais plus, président, c'est les deux, monsieur le Blanquer. Le principe de la révision coopérative, c'est quoi? C'est s'assurer que les coopératives fonctionnent bien toujours comme des coopératives. Puisque ça ouvre droit à des contreparties, il est assez légitime qu'on regarde que le modèle coopératif est toujours coopératif, là où, mais ça c'est un problème que nous avons au niveau européen aussi, là où les coopératives pour grandir ont été parfois obligées de se développer en créant des filiales non coopératives et avec parfois un maelstrom en termes d'organisation qui amène à ce qu'on puisse perdre le sens ou le fil, on va dire, de l'esprit coopératif et de la gouvernance démocratique qui, en théorie, est censée y être associée. Donc nous allons généraliser la révision coopérative, pas comme une manière de chercher la petite bête, mais pour renforcer le modèle coopératif et qu'aux yeux de surcroît des autorités de contrôle, qu'aux yeux de surcroît de la Commission européenne quand elle examine la pertinence d'exonération d'IS pour les coopératives, ce modèle soit suffisamment solide pour qu'il justifie un certain nombre de régimes fiscaux d'exception dont bénéficie le monde coopératif. C'est là pour nous une volonté, non pas de montrer du doigt, mais de consolider un modèle. Point important, je parlerai plutôt des scopes au moment du droit d'information des salariés, puisqu'en fait, il ne faut pas raisonner en séparant le droit d'information d'une ambition qui est celle vraiment de maintenir l'emploi, et notamment à travers la transmission aux salariés de leur entreprise. Un mot quand même des mutuelles, pour lesquelles nous créons un nouvel instrument de levée de fonds propres qui s'appelle le certificat mutualiste. Là encore, les mutuelles aujourd'hui sont confrontées à des problèmes de développement, ont des besoins en fonds propres, ont une structure capitalistique particulière qui justifie qu'elles doivent s'adapter d'abord aux exigences de contrôle prudentiel nouvelles qui pèsent sur eux, notamment en application de Solvency II, que nous voulons consolider ce modèle mutualiste, sauf à accepter ou valider qu'il n'y ait plus de biodiversité économique dans l'économie française, et donc il fallait s'adapter, et pour s'adapter, nous avons décidé donc de créer cet instrument qui permettra aux mutuelles de lever des fonds propres sans que ça impacte leur gouvernance, parce que le principe c'est qu'on puisse continuer à avoir une gestion des intéressés et que les sociétaires ne soient pas, au moment de leur choix, quand ils se déterminent en assemblée générale, tendus par la recherche d'un rendement ou d'une rémunération à l'application qui est leur ou à leur adhésion à la mutuelle. Voilà ce que je voulais dire sur les grandes lignes de ce texte. J'ai oublié beaucoup d'aspects. La création d'un nouvel agrément, en tout cas, pour ceux qui connaissent dans l'insertion par l'activité économique, il y avait l'agrément solidaire. On a décidé de créer, de muscler cet agrément-là qui permet de bénéficier aux entreprises qui sont éligibles à cet agrément, non seulement des dispositifs ISF-PME du Madelin, mais aussi l'accès au fonds d'épargne salariale solidaire et l'encours de ces fonds qui est aujourd'hui de plus en plus important, et c'est un moyen pour l'insertion par l'activité économique, mais nous allons l'élargir pour toute entreprise qui démontre son utilité sociale de pouvoir accéder, en tout cas se développer plus facilement. Je serais malhonnête si je ne vous disais pas que le Parlement évoquera la question de, parce que je le sais, parce que les amendements sont
sur le point d'être déposée, la question de la création de marchés réservés pour les entreprises de l'insertion par l'activité économique. Il y a une directive marché public qui est une sorte de Social Business Act, en quelque sorte, qui est en train d'être adoptée par le Parlement européen. On est en fin de trilogue, dans les dernières heures du processus législatif européen. Et cette directive prévoit que l'on puisse réserver des marchés à des entreprises qui démontrent une utilité sociale en intégrant à leur activité à la production des populations dites vulnérables. Alors, ce sont les travailleurs en situation de handicap, c'est déjà l'article 15 du Code des marchés publics, mais ça ira au-delà, puisque ça intégrera l'insertion par l'activité économique, et donc des entreprises aujourd'hui qui prennent des gens un peu cabossés par la vie pour leur permettre de réacquérir une qualification. Le fait de réserver des marchés va amener évidemment à ce qu'on développe ce secteur, mais ça peut aussi évidemment poser des questions pour ceux qui ne sont pas des entreprises solidaires d'utilité sociale, telles qu'elles seront caractérisées par la loi. J'ai vraiment été à gros traits sur la loi ESS. Un dernier mot, il y a les pôles de compétitivité. Nous allons, à côté des pôles de compétitivité, valoriser ce qu'on appelle, c'est pas nous qui l'avons créé, ce sont les acteurs de l'ESS, qu'on appelle les PTCE. Alors pardon, mais l'ESS, c'est quand même le royaume des sigles et des acronymes de toutes sortes. Et si vous faire une démonstration en fin de réunion de parler chinois absolument remarquable dans ce domaine-là. Mais les PTCE sont les pôles territoriaux de coopération économique. C'est quoi? Les entreprises classiques, les entreprises de l'ESS, souvent des collectivités locales, qui sur un thème, souvent, décident d'associer leurs compétences pour favoriser la création d'activités, la création d'emplois, et surtout le service rendu à la population à travers ces pôles territoriaux de coopération économique. Nous en avons reconnu l'existence d'ores et déjà en confirmant le ministre du redressement productif, la ministre de l'égalité des territoires et moi-même, notre volonté de les financer par un appel à projet qui prend fin demain ou après-demain, le 31 octobre. Et nous les reconnaîtrons par la loi et par décret, nous acterons les conditions de leur financement. Je trouve que c'est utile aujourd'hui que ces pôles existent. Pourquoi? Parce qu'ils permettent une diffusion et d'avoir des coopérations, des passerelles, et surtout une réplication, j'en parlais tout à l'heure, une diffusion des initiatives fortes dans le champ de l'ESS. Je rappelle, l'ESS aujourd'hui, ce sont 2 400 000 emplois. Pour mémoire, ce secteur s'est révélé plutôt résistant à la crise, mais il arrive aujourd'hui à un plafond, contestablement, puisque l'emploi associatif, pour la première fois, a reculé, que l'on constate que chacune des familles est confrontée à des problèmes ou réglementaires ou économiques liés à des questions, d'ailleurs, réglementaires ou législatives, pour se développer. Ces problèmes appelaient une réponse législative. Elle ne suffira pas. Le rôle de BPI France est déterminant, je ne vous le cache pas. Cela suppose aussi de l'acculturation à l'ESS. L'ESS, ce n'est pas juste l'économie de la réparation. C'est pour ça que je vous ai cité délibérément le Généton Bioprod. Je pourrais vous situer nombre d'entreprises aujourd'hui qui sont sur des secteurs très concurrentiels, à haute valeur ajoutée, où on fait de la technologie, qui sont dans l'ESS. Mais ça n'est pas que ça, c'est aussi une économie de la réparation. Il faut s'en réjouir. Notre objectif, c'est, nous, de consolider et de créer de l'emploi partout. Donc aussi dans l'ESS, parce que la particularité de ce secteur, c'est que souvent, il est orienté vers le service à la personne. Et il n'y aurait pas aujourd'hui l'économie sociale et solidaire dans le champ de la prise en charge des personnes âgées ou de la petite enfance, dans le champ de l'hospitalier ou du médico-social, dans le domaine de l'économie circulaire et du recyclage, eh bien, nous serions confrontés à de solides, de robustes problèmes. Je ne prends que la question des personnes âgées, mais demain, si nous voulons que les anciens, donc nous, puissent trouver des réponses en termes de maintien à domicile, prise en charge, qui ne repose pas simplement sur la capacité à faire sauter le compte en banque et débloquer la totalité de l'épargne de la personne prise en charge et une grosse partie de l'épargne des enfants, le modèle privé non lucratif qui ne trie pas, qui ne sélectionne pas, reste un modèle qu'il faut absolument consolider et auquel il faut donner les moyens d'investir, d'abord parce qu'il est innovant et que ça profite à tous, y compris au privé classique, puisque, je terminerai par ça, cette loi valorise l'ESS, mais ce n'est pas parce qu'elle valorise l'ESS qu'elle jette l'opprobre sur le reste. Il n'y a pas une sorte de positif l'ESS qui renverrait un négatif économique classique. On trouve des très mauvais chefs d'entreprise dans l'ESS
et des salariés très heureux, heureusement, dans l'économie classique. Et que notre problème n'est pas d'avoir une approche morale de la création d'activité, en bien ou en mal, elle est de dire qu'il y a de la biodiversité en économie, elle n'est guère enseignée, elle s'apprend sur le tard et sur le tas. Il est logique aujourd'hui de pouvoir lui donner une reconnaissance, parce qu'on ne peut pas comme ça, sinon mettre 10% du PIB de la France de côté. C'est la raison pour laquelle nous croyons aux passerelles, nous croyons à une stratégie de croissance pour l'ESS, et une stratégie de croissance positive qui ne se fasse au détriment de personne, mais nous l'espérons au profit de l'emploi et des services rendus aux Français. Alors, le temps tourne. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette vision globale sur les objectifs et les principaux points de la loi, mais compte tenu des horaires certains de nos participants, dans d'autres contraintes, je voudrais que le débat puisse avoir lieu sur la partie la plus polémique actuellement, qui est l'information des salariés et la reprise par les salariés. Donc, je vous propose de changer un tout petit peu l'ordre du jour et d'aller directement à la présentation de ce point-là que vous avez évoqué brièvement, de façon à permettre à certains d'entre vous de pouvoir dialoguer avec le ministre avant de partir pour d'autres impératifs. Non, mais surtout, ça fait 2 articles sur 60, donc mais je vais en parler avec beaucoup de C'est quoi le sujet Documenté, et je le dis délibérément, puisque petite officine s'amuse à remettre en cause ces chiffres-là, documenté par BPCE, par l'INSEE et par les travaux qui sont nombreux en matière de transmission d'entreprise. On estime, nous n'avons pris que la fourchette basse des chiffres qui nous étaient donnés par nos propres services, que chaque année, faute de transmission de PME de moins de 50 en bonne santé, je parle en bonne santé, je parle de la petite PME d'imprimerie qui ferme. Hier matin sur France Inter à 8h, il y avait un exemple comme ça, encore celle-là elle mérite en santé moyenne, mais la PME voilà, qui fait 2-3%. Ça vous fait pas bondir au plafond un fonds souverain norvégien ou un fonds d'investissement qatari, mais ça fait 30 emplois à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Là où il n'y a plus beaucoup d'emplois, sauf au Super U et au McDo à côté, et dans les petits commerces, et un peu dans la Charpente, dans une autre PME, qui ferait 40 salariés, dans la Charpente, la menuiserie, etc. Donc on estime, fourchette basse, parce que la fourchette initiale est entre 50 000 et 200 000, moi je n'ai documenté mon travail que sur la fourchette basse 50 000, et le CGFI a poursuivi son travail dans l'étude d'impact de ma loi, à 50 000 emplois détruits par an. Donc le nombre de ces emplois liés à des transmissions ratées d'entreprises en bonne santé. Donc en bonne santé. Et la question que nous nous sommes posée, c'est comment répondre à cet enjeu-là. Comment favoriser la transmission de ces entreprises et le cas échéant aux salariés, sans que les salariés ne soient convoqués, on va dire, officiellement pour être repreneurs, une fois qu'on a épuisé toutes les solutions et qu'en clair, la boîte est quasiment déjà plus viable et plus vendable. C'est-à-dire quand il n'y a pas de repreneur, on considérait qu'il y aurait une sorte de statut de repreneur du deuxième type, voire du troisième type, qui serait salarié. Sauf que les salariés sont des repreneurs comme les autres, il n'y a pas de raison de les discriminer, pourquoi pas. Ils peuvent avoir même parfois un projet plus viable qu'un tiers. Et ce qui est intéressant, c'est l'étude du Trésor, sur laquelle nous nous sommes appuyés, qui regarde ce qui s'est passé dans le passé sur la transmission d'entreprise aux salariés. Et qui constate quoi? Que dans le cadre d'une transmission d'entreprise, pas d'une étude du Trésor, cette fois-ci, à 5 ans, dans 75% des cas, quand l'entreprise a été reprise par les salariés, elle est toujours vivante, elle ne l'est vivante que dans 60% des cas, quand elle a été reprise par un tiers. Donc ça explique quoi? Mais ce qui est assez logique en même temps. C'est que quand on fait une transmission réussie aux salariés, les salariés étant quand même très intéressés au maintien de leur emploi, à l'investissement, etc., ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas le cas des chefs d'entreprise. Et vous pouvez avoir aussi des reprises plus prédatrices à l'endroit de l'outil de production, de la valeur qu'il crée, des brevets, etc. Donc c'est assez exclu quand c'est les salariés qui ne veulent pas s'en aller avec le brevet, la technologie pour aller soudain travailler je ne sais où ailleurs. Et en général, ils ne cherchent pas ça. Donc c'est assez logique qu'elle soit plus viable. Mais c'est intéressant pour nous. Pourquoi? Parce qu'on constate aujourd'hui que dans ces territoires ruraux, économiquement faibles, le maintien de l'activité de cette boîte de 30 à Prades, dans les Pyrénées-Orientales, j'aurais pu vous dire, parce que j'y passe parfois, donc, ou à Saint-Renan, dans le Finistère. Pourquoi c'est important?
Parce que si ces 30 là s'en vont, si ça ferme, sur le commerce, sur l'activité, sur le sort des familles, etc., c'est l'équivalent d'un plan social 10, 15, 20 fois plus gros en région parisienne. Il n'y a pas la même mobilité, il n'y a pas le même turnover des salariés, il n'y a pas les mêmes capacités à se former, à se qualifier, etc. Et l'impact économique, il est terrible, dans des zones qui sont déjà frappées par le chômage. Donc on a raisonné d'abord économiquement. Et on s'est dit comment est-ce qu'on peut faciliter la transmission d'entreprise. Et nous avons raisonné sur un trident. Le trident, il était de dire, puisque c'était une loi sur le SS, qui ne préjuge pas de la forme que choisiront les salariés pour reprendre leur entreprise, ça peut être le statut qu'ils veulent, nous ne préjugeons pas. Alors, parce que c'est une loi ESS, nous on va privilégier la SCOP comme moyen de reprise, mais s'ils veulent reprendre sous une autre forme, ils le peuvent. Nous créons donc un droit d'information dans les moins de 250 pour les salariés qui a vocation à s'appliquer principalement dans les moins de 50 qui n'ont pas de CE, alors qu'il y a déjà des obligations d'information du CE quand il y a un projet de cession formalisé dans les plus de 50. Donc un droit d'information qui permettrait aux salariés de savoir 2 mois avant la cession, ou la vente, ou en tout cas l'intention de céder, le projet de cession de leur entreprise et qu'ils puissent avoir le temps de formuler une offre. Je reviendrai sur les critiques, sur la confidentialité, etc. Ce que ne remet absolument pas en cause ce texte, c'est d'abord le droit de propriété. La liberté intégrale du cédant de céder à qui il veut, au prix qu'il veut. Il peut y avoir une offre des salariés meilleure que celle d'un tiers, ne sera pas le propriétaire s'il veut vendre moins cher, vendre moins cher. Il peut décider aussi ce qu'il veut, puisqu'il conserve sa liberté intégrale. Il n'y a donc pas de création d'un droit préférentiel, comme il en existe, vous le savez par exemple dans le logement, où si vous êtes locataire de logement et que votre logement est vendu, vous êtes prioritaire. Là, il n'y a pas de priorité aux salariés. Nous n'avons pas, évidemment, remis en cause ces 2 principes, liberté du commerce et droit de propriété, qui sont intégralement protégés. Nous avons donc protection patrimoniale intégrale pour le chef d'entreprise. Ce que nous avons voulu, c'est que dans ce délai, plutôt que les salariés soient convoqués en gros à l'hypothèse de la reprise une fois qu'on constate que la patrie est en danger, qu'il n'y a plus rien, plus de solution, qu'ils puissent disposer de l'information de telle manière à ce qu'ils soient considérés comme un repreneur comme un autre. Comme un repreneur comme un autre. Potentiellement. Capable de formuler une offre sur la table, et qui peut sortir, le cas échéant, le chef d'entreprise, d'une situation où il n'a pas de repreneur. Et de ce point de vue, les études sur les propriétaires d'entreprises de plus de 55 ans de PME en Ile-de-France sont frappantes. Ce sont plusieurs dizaines de milliers de chefs d'entreprise, par exemple en Ile-de-France, qui s'apprêtent, dans les 10 ans, à passer la main. Soit parce qu'ils partent à la retraite, soit, hélas, parce que certains d'entre eux disparaîtront, mais les transmissions aussi, dans le cadre raté, évidemment parce qu'il y a un décès, c'est aussi une réalité. Là, en l'occurrence, vous allez me dire, s'il y a décès, pour informer 2 mois avant les salariés que vous décédez 2 mois plus tard, ça ne s'applique pas bien. Mais c'est évidemment pas ça qu'on vise. En tout cas, on vise les moyens de pouvoir améliorer la transmission d'entreprise quand il y a un départ à la retraite, une volonté de céder, qu'un patron en a marre, qui a envie de faire autre chose, de profiter de la vie. Donc il peut estimer, surtout quand on est patron de PME, qu'il en a guère profité tant qu'il était patron de PME, tant aujourd'hui la vie sur le terrain est difficile. Donc voilà comment nous avons réfléchi. Nous avons réfléchi pour ce qui nous concerne autour d'un trident. La seconde flèche, après le droit d'information, c'est la création de ce qu'on appelle la SCOP d'amorçage. On travaille avec M. Lenanquet, pour faire en sorte de faciliter la reprise par les salariés, en limitant la prise de risque initiale et le besoin en capital mobilisé par les salariés au point de départ. On va diminuer, créant une phase de transition, une sorte de zone grise, durant laquelle ils pourront gouverner leur entreprise sans être immédiatement majoritaires au capital, et en créant à BPI France, en lien avec la CGSCOP, un fonds d'aide à la transmission d'entreprises de salariés, doté de plusieurs dizaines de millions d'euros, qui accompagnera ce processus. C'est le trident. Pour ce qui concerne la reprise en SCOP. Mais je redis, un salarié qui voudra reprendre, il peut décider avec ses collègues salariés de ne pas reprendre en SCOP. Nous avons exclu de cela quoi? Les entreprises où il y a un héritier et où il y a la possibilité de céder ou à un conjoint ou à un membre de la famille, qui sont exclus du bénéfice de la loi. Que le salarié peut renoncer, les salariés, à leurs droits. Et dire, écoutez, nous n'avons pas d'offre à formuler, ce qui se fera dans beaucoup de cas aussi. Dans l'immense majorité des cas, on n'a pas envie. Que ça suppose d'ailleurs, et ça, les chambres de commerce et d'industrie, qui se sont beaucoup mobilisées contre la loi,
Et je veux dire, j'ai été assez surpris, puisqu'on va être franc entre nous. Parce que j'ai pas du tout eu le même discours dans mon bureau que ce que j'ai lu dans les communiqués. C'est quand même pas facile le dialogue dans ces conditions. Hein. Parce qu'on peut me parler d'école de management, etc., pour aider à la formation et à l'information, et à côté signer des communiqués qui laissent guère de place à la discussion, parce qu'on dit qu'il faut supprimer les dispositions. Supprimer. Que j'ai saisi le CESE, et quand j'ai saisi, non pas moi, le Premier ministre, pardon, c'est moi si je commence à... Le Premier ministre a saisi le CESE sur la question, et le CESE a dit quoi? Bah, noté sur le droit préférentiel, c'était la transmission. Le CESE a vu une opposition de la CGPME, du MEDEF, l'abstention de l'UPA, et un vote favorable de toutes les organisations salariées. Au passage, c'est intéressant de voir que 5 confédérations salariées sont pour. Ça pèse pas rien dans le paysage. Je veux bien, j'entends moi des choses, mais je vois aussi qu'il y en a 5 qui sont pour. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, un certain nombre d'organisations salariées aussi ont évolué sur ce sujet, parce qu'auparavant, la transmission aux salariés, c'était pas péché, parce qu'on dirait, moi je suis breton, donc j'ai des... Mais c'était pas bien, les salariés n'ont pas à diriger l'entreprise, comment ça, on confond le travail et le capital. Et non, ça a évolué aussi, parce qu'on se rend compte qu'il faut faire sauter les digues et faire bouger les frontières. Donc nous sommes engagés, nous, dans un travail. Notre objectif, c'est 50 000 emplois. Ils ne seront pas tous sauvés par cette mesure. Se posent des questions de confidentialité, ça ne m'échappe pas, comme elles existent déjà dans les plus de 50. Mais je veux terminer par une chose. Et ce qui n'est pas une mise en garde, mais je pense qu'à un moment, il faut être sérieux. Il y a une directive que la France est un des 4 pays à ne pas avoir transposée, qui est la directive sur l'information des salariés en cas de transmission et de cession de leur entreprise. Ça crée une insécurité juridique totale. Depuis 2001, nous n'avons pas transposé cette directive. La Cour de cassation nous le rappelle chaque année. Elle prévoit dans un délai raisonnable, dans toute entreprise, quand il y a une cession, on doit informer les salariés, bien plus que ce que je ne propose, parce que moi, mon but, c'est la reprise. Là, c'est des informations qui sont des informations financières, y compris. Ils seraient transmises aux salariés. Donc, ce que nous disons, c'est que plutôt que de se proposer une solution qui est une solution qui ne vise qu'à informer les salariés sans rechercher la reprise par eux, nous créons, nous, un droit qui les informe pour que derrière, ils puissent avoir le temps de formuler une offre, temps compatible avec les cycles de vie d'une PME, parce que 3 mois ou 4 mois, à mes yeux, ça aurait été trop long. 2 mois, c'est à peu près, d'ailleurs, on va dire, dans l'étiage de ce qui a été négocié dans l'ANI pour les entreprises plus grandes. Donc c'est ce que nous avons fait. Maintenant, on est dans le débat politique, avant de le dire, mais pour l'instant, communiquer contre communiquer, c'est du débat politique. Mon bureau, il a été ouvert tout le temps. Moi, je sais reconnaître quelqu'un qui veut travailler à une solution de celui qui n'en veut pas. J'ai appris ça assez vite. Et que nous avons décidé d'aller au bout, puisqu'elle sera votée, je l'espère, cette semaine. Elle a été votée en commission affaires économiques du Sénat la semaine dernière. Elle sera votée la semaine prochaine. Moi, je suis prêt à travailler sur les règles de confidentialité, je le dis, sur les devoirs en termes de confidentialité associés à une mesure comme celle-là, c'est pas rien. J'ai été sensible à un argument qui a été développé d'ailleurs par l'UPA sur le fait que dans des entreprises où il y a pénurie de main-d'œuvre, l'information peut accélérer le départ d'un salarié qui dit oulala, si c'est ACD, je suis pas sûr que je m'y retrouve, est-ce qu'il ne faut pas que j'aille voir ailleurs tout de suite? Je suis sûr de retrouver du travail, donc on est prêt à travailler sur ces points-là. Mais au-delà de ça, voilà, nous considérons que économiquement, c'est une chance, que c'est de l'emploi qu'on gardera, et que c'est une mesure qui ne surprend pas, puisque ça informe un salarié qui, si son entreprise est à vendre, il est lui-même aussi un tout petit peu à vendre, et qu'il le sache avant d'être vendu. Et ça participe, puisque l'Union européenne est considérée, une mesure de progrès que Malte n'a pas transposée, l'Italie n'a pas transposé, je regarde mes collaborateurs, et un troisième avant la France, la Suède. Pays pourtant de convention collective, mais tous les autres l'ont fait, même les Britanniques. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que cette insécurité juridique, si on est contre l'insécurité juridique et pour la stabilité, on est pour le droit d'information préalable des salariés. J'ouvre donc maintenant le débat.
débat. J'ai une demande du président Pouzet. D'autres, Sandra, ça peut se diriger ensuite avec le micro. Allez-y, président. Monsieur le ministre, je dois vous rassurer que je ne suis pas plus grosse que vous. Par contre, je suis peut-être inquiet, mais c'est sur un autre domaine, qui est la fiscalité en tant que telle, en ce qui concerne nos entreprises. Je comprends tout à fait vos objectifs que vous poursuivez. Je me disais quelque part, j'arrive pas peut-être à déterminer où vont être les frontières des uns et des autres en travers des différentes entreprises. Ce qui va pouvoir rentrer dans le SS, ce qui n'y sera pas, ça c'est une interrogation que nous avons au niveau de l'UPA en tant que tel. Nous sommes favorables naturellement à la compétitivité, mais il d'établir des règles en tant que telles, et je crois que dans votre loi, ça sera également important. Pour parler en ce qui concerne de l'information des salariés, vous l'avez évoqué, nous avons échangé sur ce domaine-là, et toute notre inquiétude repose effectivement sur aujourd'hui le déficit de compétences professionnelles que nous avons. L'information, elle est donnée dans nos entreprises. Vous savez que nous avons des entreprises, et nombreuses sont reprises par nos salariés. Par contre, il y a un élément qui, lui, est incontestable, c'est lorsque l'entreprise n'est pas viable, qu'on arrive en haut de carrière, qu'il n'y a plus de consommateurs, qu'il n'y a plus de marché, et que malheureusement, ces entreprises, quelquefois, eh bien, se font des difficultés. Je ne vais pas parler du financement et de l'apport financier qui est nécessaire pour ces reprises d'entreprise, et des difficultés que nous pouvons rencontrer au niveau du secteur bancaire. Tout ça, je dirais, c'est excessivement connu. Et puis, j'ai une question subsidiaire, si je peux me permettre. Est-ce que l'ESS va être dans la représentativité patronale ou est-ce que vous le citez, monsieur le ministre? Ce grand débat que nous avons organisé. J'ai une question. Voilà, Jocelyne Roche. Jocelyne Roche, groupe Massif Assurance. Monsieur le ministre, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette présentation de votre future loi ESS. Effectivement, ce texte répond globalement aux spécificités du secteur. Il permet, je pense, une réelle reconnaissance des différentes familles que vous avez évoquées et confirme, à mon sens, le fait que ce secteur a toute sa place dans les négociations patronales aux côtés de l'économie classique. Ceci dit, en tant que représentante de mutuelle d'assurance, j'avais une question. Je souhaiterais savoir comment vous pensez envisager le traitement égalitaire entre le Code de la mutualité et le Code des assurances concernant le statut de l'élu. Comme vous le savez, la gouvernance dans l'ESS se pratique dans la diversité des acteurs. Il nous apparaît donc important que tout individu puisse apporter son expertise, mais pour cela exige une certaine disponibilité sans avoir peur que ça crée un souci pour l'emploi même de la personne qui peut être administrateur dans une mutuelle ou autre. Merci. J'ai une troisième question, puis après on fera une réponse. Monsieur le ministre, Vous présentez. je suis Ismaël Lemoine, je suis le fondateur d'une start-up sociale qui s'appelle Mail for Good. Je voulais d'abord vous remercier, parce que je pense que cette loi est très très bonne et que le choix d'avoir mis l'innovation sociale dans cette loi est très très positif pour nous. Je vous remercie également pour tous ces aspects sur la transmission d'entreprise, parce que j'ai eu la chance, personne n'est parfait, j'étais à Polytechnique, et j'ai eu la chance à Polytechnique d'aller dans les entreprises autogérées en Argentine pendant plusieurs mois et de voir les bienfaits que ces modes de gouvernance peuvent avoir. Ma question est assez simple, c'est que j'ai entendu dans votre discours beaucoup de choses autour des nouvelles technologies, plusieurs exemples de startups technologiques et sociales. Et je me demandais dans quelle mesure cette loi permet à des startups technologiques et sociales de bénéficier également de ce qui se fait de mieux dans l'accompagnement des startups technologiques. Je m'explique. Aujourd'hui, tout le plan de l'innovation en France est extrêmement structuré par des polytechniciens d'ailleurs, avec des hypothèses telles que la jeune entreprise innovante, le OSEO Innovation, le crédit impôt recherche. Et je me demandais dans quelle mesure il serait possible pour des startups d'innovation sociale de rentrer dans ces dispositifs qui sont extrêmement impactants dans le démarrage notamment de startups. Merci. Bon,
Bon, il y a un vrai sujet sur ESS qui est dedans, qui est dehors. Et je le dis parce que, par exemple, sur les éco-organismes, nous voulons les inciter dans la loi ESS à... vous connaissez, hein, c'est ce qui met en œuvre aujourd'hui ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs et ce qui assure le principe pollueur-payeur ou avec une implication volontaire d'ailleurs des entreprises dans le cadre de ces éco-organismes. Nous voulons les inciter, pas les obliger, les inciter à faire appel à des acteurs de l'économie sociale et solidaire ou à des acteurs locaux. Et c'est vrai qu'au passage, ce qui peut être impactant dans cette affaire, c'est qu'on sait par exemple que dans le domaine du recyclage, il y a beaucoup d'acteurs de l'ESS, j'évoquais Emmaüs, mais j'aurais pu dire tous les réseaux qui existent aujourd'hui, c'est vraiment un secteur qui a été très propice à l'intégration de salariés assez abîmés par la vie, d'où le secteur d'insertion par l'activité économique s'est beaucoup développé sur ce champ d'économie circulaire du recyclage. Donc nous voulions les inciter pour faire en sorte que demain, si vous voulez, mon idée était assez simple, c'est que quand j'ai vu Emmaüs, je reprends leur exemple, vous voyez comment on collecte des vêtements pour Emmaüs. Vous avez sans doute fait votre sac plastique et amené un jour chez des compagnons Emmaüs. Mais si en face, le concurrent a une surface commerciale pour installer des containers un peu partout dans une ville, ce n'est pas le même modèle économique. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est que sans interdire le fait qu'on puisse mettre des containers partout, si aujourd'hui il y a intérêt à continuer quand même à consolider le modèle économique de ceux qui vont au-delà simplement de l'activité de recyclage et une activité de réparation des bonhommes aussi des fois. Parce que, je vais pas parler comme ça, mais on est des fois tellement abîmé par la vie qu'on a besoin de recoudre des trajectoires. Et c'est ça qu'on fait quand on est un salarié en insertion. En fait, en transition. Et le travail d'une société, entreprise, association comme Emmaüs, de ce point de vue-là, il est important. Et donc on a créé cette incitation. La difficulté, alors qu'on compense par le fait de dire qu'on veut favoriser aussi les circuits courts en notant les entreprises aussi du territoire, ce qui peut intégrer évidemment une PME classique, un artisan, etc., et ne pas être exclusif. Mais c'est vrai que je suis aussi assez attentif à ce qu'on ne crée pas de facto une situation où, à trop favoriser l'ESS sur des marchés qui ne sont parfois pas pertinents du tout, on prenne le risque de créer d'abord des imbroglios juridiques invraisemblables pour le donneur d'ordre, mais surtout avoir une démarche discriminante ou d'exclusion à l'égard d'acteurs économiques dits classiques qui sont performants et qui occupaient ces marchés. Donc c'est une question sur laquelle on s'est penché, d'où le fait que, par exemple, pour ce qui est des éco-organismes, le champ du recyclage, on a valorisé et les acteurs de l'ESS et les acteurs territoriaux ou locaux, de façon à ce que, par exemple, je pense aux artisans en particulier, aux entreprises artisanales, elles ne soient pas exclues du bénéfice de la loi et qu'il y ait bien aussi un fléchage vers elles de la loi ESS qui ne se préoccupe pas simplement des entreprises à statut comme les nôtres. Sur, à nouveau, le droit d'information, j'ai essayé de répondre à un certain nombre des inquiétudes qui sont les vôtres. Ce que je veux simplement rajouter par rapport à ce droit d'information, c'est que on est, à mes yeux, dans une mesure qui est une mesure qui va être très neutre dans 95% des cas. D'abord parce qu'il y a un repreneur déjà, que le chef d'entreprise met déjà en tête le processus, que l'information des salariés, c'est d'ailleurs un point sur lequel une organisation patronale, au moins sur 3, nous a demandé qu'elle soit plus formalisée que ce que nous voulions faire. Nous disions information par mail, par affichage, par courrier, le libre choix au chef d'entreprise de déclencher selon le mode qu'il veut. La question est, pour éviter une judiciarisation de ce point, est-ce qu'on ne formalise pas davantage sur le plan contractuel, de façon à ce qu'on sécurise cette information, que les salariés ne viennent pas dire, oui, évoquer qu'un mail, c'est pas un moyen d'information, bref. Donc le mail s'est perdu, et patati et patata. On connaît ça, on imagine ce qu'il peut y avoir parfois dans un certain nombre de cas isolés. Mais donc, c'est un point sur lequel on travaille. Je voudrais insister sur une chose, c'est la fameuse information et la confidentialité. Bon, moi j'ai été moi-même pendant 5 ans avec 2 associés, j'ai créé ma propre entreprise. Je me souviens, quand on s'est posé la question est-ce qu'on vendait ou pas, alors toi c'était assez simple, donc l'information était partagée à 3 dans ce cas-là, mais je vois bien les conditions de savoir, c'est pas facile quand on cherche repreneur qui ça intéresse, le secteur, et souvent dans ce nombre de cas, l'information elle circule, elle peut circuler d'ailleurs assez naturellement aux salariés,
sans que le fait de leur donner l'information soit pour eux une invitation, soit pour le chef d'entreprise, une invitation à formuler une offre, mais il y a déjà de l'information qui circule. Les cas des PME dont j'ai parlé sont reprises sans que les salariés et UVAN aient été directement informés, ne sont quand même pas non plus les plus nombreux. Vous êtes chef d'entreprise, toujours ma PME, vous allez aller voir qui? Si vous banquier, la chambre des métiers, la chambre de commerce, le club d'entreprise dans lequel vous êtes membre, vous allez solliciter un certain nombre d'acteurs qui vont vous être proposés, notamment par la chambre de commerce, comme des acteurs potentiels pour vous accompagner dans ce projet. Bref, il y a quand même de l'information qui circule. Et cette information, elle existe. La question, pour nous, et c'est là que c'est culturel entre nous, c'est est-ce qu'on pense que finalement, ceux qui sont dans la boîte, qui connaissent le mieux l'outil de travail, après tout, puisqu'ils connaissent les clients, les process, sont des repreneurs de même rang, potentiel, je dis, hein, je mets un gros point d'interrogation, de savoir, que d'autres ou pas. C'est aussi une question de culture économique. Et je crois qu'on progresse, y compris dans le dialogue social. Donc vous êtes ici un des berceaux, en considérant cela. L'acte posé par cette loi, c'est pas une révolution, mais il est de hisser au rang de repreneurs potentiels ordinaires les salariés que l'on convoque quand, en général. Patrick Lenanker, il m'a fait visiter des scopes, je le remercie, mais moi j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui, quand les scopes étaient nés d'une transmission, les types sont quand même, ils sont typés, comme on dit, au sens il y a un petit côté fusionnel avec l'entreprise, le chef d'entreprise conçoit assez mal que quelqu'un d'autre que lui puisse diriger sa boîte, donc qui d'autre que ses enfants, les salariés, il y a quelque chose comme ça des fois qu'on entend, quelque chose d'assez fusionnel. Bon, c'est bien, c'est charismatique, ça marche bien, c'est assez affectif, on ressent qu'il y a de l'amour là-dedans, mais bon, moi je voudrais en quelque sorte laïciser ce processus et qu'on se retrouve moins dans cette situation où ça tienne d'un homme, d'une femme, chef d'entreprise, qui a le désir de transmettre à ses salariés, comme vraiment dans un acte, oui, presque amoureux, des fois, à quelque chose de plus ordinaire. Après, il y a toutes les scopes créées, ex nihilo, de rien, sans transmission, à la chose plus... Mais en même temps, les scopes, il y en a quoi, 2000 en France? Pas non plus nombreux, hein. 40 000 salariés. C'est objectivement... on en parle, les grands textes, pas des scopes, d'ailleurs. On parle énormément, on regarde ce que ça pèse réellement dans l'économie française, en nombre de salariés et en PIB. Bravo, M. Lenanker, vous êtes un formidable communicant, je vais vous suggérer. Ce qui est bien, c'est que tout le monde fait stop. Personne qui me pousse à dire lui-même, peut-être inspiré par ses salariés. Sauf que moi, je prends acte du fait que dans cette période, qui est une période de tension absolue pour le chef d'entreprise, est-ce que je vais réussir à vendre? Sinon, je mets la clé sous la porte, avec les conséquences que ça a pour mes salariés, y compris la plus-value que je ne fais pas, etc. Dans cette période, plutôt que d'avoir à supporter lui l'idée même que ses salariés puissent reprendre son entreprise, on crée un droit où l'initiative viendra des salariés eux-mêmes. Que tout ne repose pas toujours sur les épaules du chef d'entreprise. Seul maître à bord, etc. C'est que l'initiative puisse venir de ses propres salariés et libre à lui ensuite, souverain, de défendre, de décider à qui il vend et s'il les vend aux salariés ou pas. Mais nous pensons là que c'est une opportunité de plus. Voilà, bon, j'ai cherché le mot tout à l'heure, une opportunité économique de plus. Alors, un mot sur ce que vous avez dit. Alors, sur les statuts des élus, on n'a rien prévu dans la loi là-dessus, libre au débat parlementaire d'avancer. Il y a des choses sur les élus coopérateurs, les sociétaires de coopératives, sur ce qu'on avait les indemnités de compensation de temps passé, pour faciliter les conditions dans lesquelles ils exercent leurs responsabilités. C'est clair que quand on est exploitant de ferme, par exemple, et qu'on dirige une caisse du crédit agricole, c'est minimum de temps plein, quoi. Donc il y a des sujets autour de ça. Donc moi je suis ouvert à cela, mais je voudrais dire un mot sur les startups. Pardon pour Polytechnique, il n'y avait pas de. J'ai juste dit que les polytechniciens savaient identifier très bien des choses qui montrent que ça marche bien, quelque part.
Mais, et je me réjouis que vous ayez fait ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille passer par les entreprises autogérées d'Argentine pour s'intéresser au entrepreneuriat social. Parce que je me suis dit, à la fois c'est chouette qu'ils me disent ça, et en même temps en disant entreprise autogérée, je me suis dit, oulala, je pense que... parce qu'en fait, je vous rassure, il n'y a pas que les barbus dans l'économie sociale et solidaire. Encore qu'on en trouve peut-être plus en moyenne qu'ailleurs. Mais, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que sur la jeune entreprise innovante, je trouve ça effectivement très intéressant. On en parle avec Fleur Pellerin, parce que c'est incontestablement aujourd'hui, dans le démarrage et dans l'amorçage, un statut qui a considérablement facilité la tâche de bon nombre de jeunes entrepreneurs, que dans le champ de l'innovation sociale, on voit bien aussi ce que sont les besoins. Je reprends, pardon de les reciter, mais je reprends souvent leur... même si, d'ailleurs, dans les technologies, on voit beaucoup d'entrepreneuriat social. C'est même assez frappant de voir de quelle manière aujourd'hui les plateformes, notamment Internet, et les nouvelles technologies sont utilisées dans le champ de l'innovation sociale. Mais je reprends cet exemple, et pardon ceux qui l'ont entendu 1000 fois, mais il est pour moi le plus frappant parce que c'est un merveilleux exemple qui correspond à bien des égards à un petit miracle. Mais il ne faudra plus que ce soit un miracle. C'est l'exemple de Ciel Bleu, l'association. Parce que Ciel Bleu, quand il décide, ces deux profs d'éducation physique, de dire on ne va pas faire des cours au collège ou au lycée ou à l'école, mais on va faire de l'activité physique aux personnes âgées, parce qu'au fond, on a l'intuition que ça leur ferait du bien, que ça socialiserait aussi, et qu'on pourra peut-être éviter des maladies. C'est leur intuition. Les profs d'éducation physique, ils n'y connaissent rien, honnêtement, aussi un petit peu, mais bon, ils ne sont pas médecins. Or, ils font quoi? Ils créent cette association formidable, qui travaille avec plus de 7000 établissements, qui a créé plus de 300 emplois, qui est en Irlande, en Espagne et en Belgique, qui a des projets d'investissement considérables d'ailleurs dans l'innovation, qui fait faire, moi j'ai assisté à ça, c'est tout bête, vous avez des personnes en cercle, comme vous êtes ici, à chose près, mais qui sont âgées, certaines dépendantes, et qui font parfois des exercices qui vont de mouvements de poignet à des mouvements de tête, dans une atmosphère qui honnêtement rompt avec cette routine d'un certain nombre d'établissements de prise en charge des personnes âgées, où vous sentez quand même que le quotidien est quand même un quotidien d'ennui, c'est quand même un problème quand même de savoir que nos parents, nos grands-parents qui s'ennuient. Bien eux, non seulement ils font ça, alors vous allez dire c'est quoi, 1 heure de bon temps? Mais c'est pas que ça. C'est qu'ils ont démontré avec quel labo? Marie Curie, que la pratique de l'activité physique évitait, dans des pourcentages extrêmement importants, des récidives de cancer et des récidives de maladies assez importantes. Alors, il faut faire des économies, pour le coup, à la Sécu, à la collectivité. Alors, d'aucuns, des mauvais esprits diront oui, mais si les gens vivent plus longtemps, ça se... Parce que j'ai entendu ça. Non, mais je vous le dis, je l'ai entendu. Mais ils font donc, à nos yeux, faire des économies. C'est qu'en clair, entre une fiole de chimiothérapie et de l'activité physique, si l'un évite l'autre, on est quand même plus heureux à faire de l'activité physique qu'à être soigné comme ça, même s'il faut évidemment des labos, la chimiothérapie, etc. Ça ne s'oppose pas l'un à l'autre. Mais ce qui est important pour Ciel Bleu, c'est de dire quoi? Je dis que c'est des miraculés, pas tout à fait, mais c'est une success story qui n'est pas normale en France, qu'on n'ait pas vu renouveler ou reproduire plus souvent. C'est pas possible. Et dans le champ de la prise en charge des tout petits, des personnes âgées, c'est pas possible que ce soit si rare, en fait. Et qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à accompagner mieux ces entreprises. Pourquoi? Parce qu'au début, elles font quasiment rien, le chiffre d'affaires. Quasiment rien. Et les projets d'investissement qui sont les leurs aujourd'hui, on les amenait à nous dire, bah, écoutez, le résultat, on le fera à 2, 3, 4, 5 ans. Exactement la même chose que dans un certain nombre de start-up. Hier, j'étais au Génopôle, où j'ai vu Généton Bioprod, mais il y avait une multitude de petites PME qui nous disaient aujourd'hui, sur l'amorçage, c'est pas mal, mais c'est sur le développement qu'on a des vrais soucis, quand on a besoin de tickets de 10 à 15 millions d'euros, qui nous permettent d'envisager commencer à faire du résultat. Sur cette séquence-là, on n'est pas bon. Comment vous nous accompagnez? Ça se pose de la même manière chez ceux qui développent des process intelligents, innovants dans le champ de l'innovation sociale. Donc, moi j'y travaille, je trouve ça très intéressant. Je pense qu'on est quand même, c'est une première brique, hein, la loi ESS, ce que fait BPI. Mais je ne vous cache pas, je terminerai par ça,
qu'il faut aussi que quand moi j'ai été voir M. Dufourcq pour lui dire qu'il va falloir financer l'ESS, bon, il avait bien en tête 2-3, parce qu'il y a une note bien faite, il avait dit bon, qu'il y avait 2-3 associations, mais il n'était pas à l'aise avec le sujet. Mais de peur d'investir à perte, il dit moi attendez, j'ai des résultats à faire, je suis banquier public, mais banquier quand même. Donc si c'est pour mettre de l'argent sans résultat derrière, sans aucun rendement, c'est pas la fonction de la banque, disait-il. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ait pu travailler avec lui et surtout ses équipes sur le terrain pour acculturer le banquier public. Et quand je dis acculturer, c'est valable pour nous, à la réalité de ces modèles-là que vous avez évoqué, monsieur. C'est-à-dire de ce qui se développe dans le champ de l'entrepreneuriat social et qui, dès lors qu'on a une scope, c'est quoi les réserves impartageables? Qu'est-ce que vous faites avec vos profits? Lorsqu'on est une mutuelle ou une association, on n'a pas exactement les mêmes besoins au fonds propre qu'une société commerciale ou capitalistique classique. Donc ce travail, nous sommes en train de le faire, et je serais très malhonnête avec vous si je ne vous disais pas que, malgré tout, on attend des résultats aussi sur le moyen et long terme. On aura incontestablement, je pense, un boom de l'entrepreneuriat social lié aux initiatives qu'on prend. Tout ça doit mûrir, et l'entrepreneuriat social, il n'est pas là pour évincer l'économie classique. Moi, l'idée que je m'en fais, c'est que ça peut polliniser. Voilà. Et que ça pollinise déjà, puisque des sociétés commerciales de l'économie classique deviennent entrepreneurs sociaux, se transforment en entrepreneurs sociaux. Donc c'est que ça plutôt positif, donc je me réjouis de ça. Voilà. Monsieur à ma gauche. D'accord. Dans l'intervenant déjà. Vous vous présentez rapidement. Daniel Julien Noël, je suis président de la Chambre nationale des professions libérales, qui regroupe 45 syndicats représentatifs des professions libérales. Je suis par ailleurs au CG également, et rassurez-vous, j'ai voté le projet d'avis sur l'ESS parce qu'il y avait des choses positives. J'ai 3 questions qui sont sans doute marginales. D'une part parce que l'ESS est protéiforme. Deuxièmement parce que les professions libérales sont également protéiformes. Sur 750 000, environ 350 000 médicaux qui peuvent être classés dans l'économie sociale et solidaire. Rémunération administrée, tous les secteurs 1, médecins, kinés, infirmiers, podologues qui sont dans la convention et qui par ailleurs font du médico-social, ceux-là sont, si je puis dire, dans votre champ d'activité. Et puis une deuxième partie, notaire, avocat, etc. Donc, dans le cadre de la loi que nous avons regardée, en fait, c'est pas à la Chambre, c'est pas moi qui m'en occupe personnellement, mais on a travaillé, on a regardé, j'ai rencontré les responsables de l'économie sociale et solidaire. Nous voudrions bien qu'il y ait une facette, soit dans la loi, soit dans les décrets d'application, qui nous permettent d'avoir des éléments dans lesquels on se retrouve dans la loi, notamment bon, la déontologie qui est importante, enfin vous le savez. Deuxième facette, on vous a posé la question tout à l'heure, de la représentativité patronale. Effectivement, c'est aussi un vrai sujet. Nous souhaitons, nous espérons, nous avons cru comprendre après le dépôt du rapport Condrexel que le SS sera représentatif, que celle-ci sera reconnue. Très bien. Quid, j'allais dire, pour nous, si nous sommes à moitié dans le SS et à moitié dans les professions libérales? Ça crée, vous comprendrez, un vrai problème. Troisième problème, c'est celui de la confidentialité. Nous avons la loi, enfin, nous ne ferons pas de communiqué vengeur en disant communiquer aux salariés, c'est dangereux pour l'entreprise. Nous voyons simplement les choses pratiquement au sein de nos cabinets. Il y a, quand un donneur d'ordre, et dans les professions libérales, très souvent, il y a 1, 2 ou 3 gros donneurs d'ordre qui font le chiffre d'affaires de la structure. Quand un donneur d'ordre apprend qu'il va y avoir une cession, et peut-être que cette cession sera faite à un salarié, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend ses dossiers et il change de prestataire. Sur le plan de la confidentialité, c'est un vrai risque et un vrai sujet. Est-ce que, non pas dans la loi car c'est trop technique, mais est-ce que dans d'éventuels décrets d'application, on ne pourra pas protéger les structures qui se verraient, une fois où l'information est faite, on n'est pas contre,
Moi, personnellement, j'ai cédé mon cabinet. Les salariés ont été prévenus tout de suite, ont été associés. Je crois que c'est une bonne démarche. Mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, dans ce cas, j'en ai terminé, de protéger des donneurs d'ordre qui sont, comme vous le savez, très volatiles? Merci, Joseph Lunel. Pardon. Oui, merci. Joseph Louvel, vice-président de la CFTC. Sur la transmission, bien entendu, vous l'avez dit, les 5 organisations syndicales vous soutiennent. Parce que ça va au-delà de ce qui est déjà très essentiel, c'est l'importance économique et sociale d'éviter des fermetures, des pertes d'emploi, de permettre la continuation d'une activité. Mais ça, c'est dans le cadre d'un processus plus global, ne pas opposer capital et travail. Le mal français est sans doute là. En permanence, on oppose capital et travail. C'est une erreur fondamentale. Permettre aux salariés de reprendre leur outil de travail, comme permettre à d'autres de reprendre cet outil de travail, c'est se montrer un peu civilisé et mettre enfin à bas la lutte des classes. Mais derrière se posent deux questions, notamment, alors il y a des points, le PA l'a dit, 6 pénuries de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre, c'est un vrai sujet en soi qui mérite vraiment d'être traité. Mais derrière, on a une conception plus vaste de notre société. Et je suis frappé par vos premiers propos quand vous parlez d'économie sociale et solidaire. Est-ce à dire qu'on oppose d'un côté une économie sociale et solidaire et de l'autre côté une économie sauvage et égoïste? Pour être un peu caricatural, alors on a un secteur de la santé où on est soigné avec humanité, économie sociale et solidaire, et un secteur de la santé où on est soigné uniquement avec rentabilité. Je crois que c'est aussi une erreur fondamentale qu'il ne faut pas cultiver. Merci, monsieur. Alors, Nicolas, INTC, association qui fait la promotion de la protection sociale paritaire. Juste pour lever une crainte, puisque dans vos propos, mais peut-être aussi dans votre loi, les entreprises paritaires semblent assez absentes. Or, ce sont des entreprises qui, tant dans la protection sociale que dans la formation, couvrent plusieurs millions de salariés, dans lesquels sont impliquées les 5 confédérations syndicales, qui a l'humain au centre de son activité. Et donc ma question était la suivante, est-ce que selon vous, les institutions, enfin les entreprises paritaires peuvent bénéficier de l'attention bienveillante de votre ministère? Jean-Paul Raillard, et puis après on laissera le ministre répondre. Oui, Jean-Paul Raillard, Syndex. Monsieur le ministre, je vous pose 2 questions. La première, en ce qui concerne le droit des salariés, j'ai quand même le droit des salariés à l'information. Je pense que c'est un droit, un nouveau droit que vous créez, je pense que c'est particulièrement important. Est-ce qu'on ne peut pas le rattacher aussi à la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, en ce sens où l'entreprise est un projet collectif, où les salariés forcément font partie de ce projet, et en cas de transmission, eh bien, ils doivent être interrogés naturellement. Enfin, ça me paraît tout à fait naturel. On ne peut pas défendre la RSE dans certains cas et ne pas donc raccrocher aussi la RSE dans ce cas particulier. D'autant plus que je pense en termes de confidentialité, tout le monde se fait beaucoup d'illusions sur la fameuse confidentialité. Dès qu'il y a un projet de reprise ou dès que le chef d'entreprise a envie de vendre, ça se sait très très rapidement. La deuxième question, c'est, nous sommes plusieurs dans les scopes, parce que je fais partie du monde des scopes, aussi avoir des filiales à l'étranger, notamment des filiales européennes. Est-ce que les questions que l'on discute actuellement peuvent être aussi discutées à un moment ou à un autre à l'échelle européenne? Ce serait important aussi d'avoir un mouvement unifié d'économie sociale ou des définitions unifiées d'économie sociale et solidaire, donc de telle façon que nous puissions aussi avoir des filiales coopératives également en Europe sous un statut unique. Merci. Oui, j'ai pas répondu au président du PA, pardon, tout à l'heure sur la question de la représentativité. Bon, la grande nouveauté du rapport Combrexel, c'est qu'elle évoque une représentativité, donc plus selon les votes, mais selon les adhérents, ce qui ouvre un champ potentiellement nouveau pour mesurer la représentativité, ce qui n'est pas d'ailleurs pas symétrique avec la situation des salariés. Ce qui est clair, c'est que ça a plutôt réjoui ce rapport Combrexel l'UDES, c'est-à-dire l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, qui s'est plutôt félicité des conclusions du rapport. On comprendrait bien, même si on était entre nous, qu'il revient à Michel Sapin de nous dire ce que sera la doctrine du gouvernement eu égard à ce rapport. Comme on n'est pas tout à fait entre nous en plus, si je crois bien, en tout cas au sens où il y a aussi des
journalistes qui sont parmi nous, il n'y a pas aucune opprobre de ma part à leur égard, mais c'est Michel Sapin qui répondra sur ces sujets. Mais j'ai eu le sentiment, en tout cas, que pour ce qui relevait de l'UDES, il y avait là un point accueilli favorablement, qui, à mes yeux, de toute façon, permettra aussi de donner plus de transparence à qui pèse quoi, réellement, et je crois que c'est tout à fait essentiel. Mais dès lors, d'ailleurs, que la représentativité dépend du nombre d'adhérents, du nombre de personnes que l'on capte, que l'on fait adhérer chez soi, c'est aussi, je comprends bien que c'est une sorte de concurrence qui va se déployer. J'espère que les textes comme les miens ne vont pas être victimes de cette surenchère. On a tous connu les campagnes électorales, hein, moi je sais ce que c'est, donc parfois on va loin, donc il faut, si je peux donner un conseil, si la modération en toute chose est bonne. Sur vous, monsieur, qui m'avez interrogé sur les professions libérales, et puis après je répondrai sur les IP. Sur les professions libérales, rien n'empêche effectivement aujourd'hui, on a des milliers de médecins qui sont dans des établissements de l'ESS, qui travaillent comme dans des établissements de l'ESS. Rien d'ailleurs ne les empêche de se constituer, et ça existe en SIC, qui sont des sociétés coopératives qu'on voit apparaître aujourd'hui. On voit pas apparaître, elles existaient, mais qui peuvent se développer sous des formes qui sont des formes originales, puisqu'elles associent différentes parties prenantes à la constitution de ces sociétés-là. J'entends ce que vous avez dit, je vois les éléments de philosophie partagés qu'il peut y avoir, et d'ailleurs qui nous ramènent aux IP. Oui, j'ai une attitude moins bienveillante, mais la question c'est en tant que telles, les IP peuvent-elles être reconnues comme membres de l'ESS, désignées comme telles? Ça dépend du mode d'entrepreneuriat et des critères qui sont ceux de l'ESS. Nous avons, nous, fixé des critères qui sont historiquement ceux de l'économie sociale et solidaire, lucrativité limitée, gestion des intéressés, gouvernance démocratique, notamment. Et nous avons dit, toute société ou toute entreprise, quelle que soit sa forme, qui souhaite être reconnue de l'ESS devra répondre à ces critères, plus des critères supplémentaires pour les sociétés commerciales, dont on pense que, vu la forme capitalistique qui est la leur, elles nécessitent d'être encadrées particulièrement. En fixant cela, et c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour les professions libérales, c'est valable pour les IP, c'est valable pour qui que ce soit, nous offrons une sorte de cadre à l'intérieur duquel nous apprécions qui relève de l'économie sociale et solidaire. Mais moi, je n'ai pas fait une liste exhaustive pour faire vite. Il eût été possible de faire un inventaire à la Prévert de qui est ESS, qui ne l'est pas. Nous n'avons pas choisi cela. De la même manière, nous sommes, je veux le dire, sur l'entrepreneuriat social, nous avons choisi le même principe que pour une déclaration d'association. Quand vous faites une déclaration d'association, vous déposez vos statuts, vous êtes reconnu association, vous avez cette déclaration, une déclaration qui s'appliquera aussi, cette fois-ci au greffe de tribunal de commerce, à toute entreprise sociale et solidaire. Il n'y aura pas d'instruction du dossier. Il y a juste que demain, au regard des contreparties éventuelles, il peut y avoir de la part de l'administration fiscale, par exemple, qui doit relever que l'entreprise n'est pas si sociale que ça, au regard de ces déclarations, la remise en cause du label ou de l'agrément. Donc, je veux redire, on n'a pas posé d'exclusive. C'est aux acteurs eux-mêmes d'apprécier s'ils sont dans l'économie de l'article 1 de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Ce que vous m'avez interrogé sur l'Europe. Ah, c'est compliqué. Je ne vous cache pas que... Qu'est-ce que je peux bien vous dire sur l'Europe qui ne vous déprime pas. Bon, il y a auprès du commissaire Barnier un groupe sur l'entrepreneuriat social, c'est bien, ça travaille. Il y a une grande journée en janvier à Strasbourg sur l'entrepreneuriat social, c'est bien, ça travaille. Mais derrière, vous savez, moi j'étais parlementaire européen, le dur aujourd'hui, ça reste quand même, pour faire vite, quand l'Europe dans le dur, la DG Comp, tout ce qui est surveillance des aides d'État, etc. Et on le voit,
le modèle coopératif aujourd'hui, ou le modèle de l'ESS, il est systématiquement percuté ou régulièrement percuté, je l'ai vu sur Solvency 2, sur BAL 3, le cas échéant, du mode de gouvernance des coopératives ou des mutuelles apparaissent au nom du principe du fit and proper, un peu baroque. On a travaillé, le président André, que c'est ça. Mais oui, est-ce qu'on peut être instituteur, sociétaire et administrateur des mutuelles compétent aux yeux de la CP? Non, mais c'est un sujet qui vous dira, oh là là, comment ça? Un instituteur, professeur des écoles, qui pourrait administrer un établissement comme une mutuelle, ce sont des questions qui ont été posées, donc je le dis, ou qui se posaient comme ça. Donc on a aujourd'hui incontestablement des sujets d'inquiétude, d'autant que quand on est mûr pour avancer, on n'avance pas. Je pense par exemple à la question du statut de la mutuelle européenne, pour lesquels nous sommes mûrs. Beaucoup de pays européens sont mûrs. Je pense même qu'on a fait sauter le verrou allemand sur ce sujet-là. Et il n'y a toujours pas de proposition législative qui permette aux mutuelles en Europe de pouvoir se développer en restant fidèles à leur statut initial. Et c'est là aussi culturel, très politique de la part de la Commission. Alors, ça tombe bien, les élections européennes, on est nouvellement du Collège des commissaires, donc de l'espoir, mais en même temps, je ne vous cache pas, que vu le climat, en France et en Europe, il peut avoir une drôle de profil, le futur Parlement européen. Et quand je dis drôle de profil, je pense qu'au lendemain des élections européennes, si on tire tous dans tous les sens sur les mêmes cordes qui attisent les mêmes types de réactions, et qui demain nous préparent une extrême droite en tête potentiellement aux élections européennes, en France, dans plusieurs pays européens, c'est un séisme politique pour l'Europe, le projet européen lui-même, évidemment avec des conséquences importantes pour la France. Mais je vais vous parler très franchement. 2 secondes, on va sortir de mon rôle. J'ai droit à 1 seconde de faire de la politique. Et je n'en faisais pas. Je ne sais pas ce que vous votez. C'est pas le sujet. Je veux juste vous dire que moi, comme ministre, à 46 ans, dans ce pays, ce que je pense. Et ce que j'entends. Breton, en l'occurrence, c'est ce qui me renvoie à la réalité de ce qui se passe aujourd'hui en Bretagne. Aujourd'hui, systématiquement, quand on prend position dans l'espace public, dans le débat public, le carburant qu'on fait fonctionner, ou le carburant qu'on envoie, c'est alimente le scepticisme et demain le vote national. Moi, je n'entends que des prises de position qui ou attisent l'antiparlementarisme, la remise en cause des politiques publiques, la remise en cause de l'impôt. Moi, je trouve que si des gens pensent qu'il y a trop d'impôts, qu'ils le disent. Mais attention. Parce qu'on ne peut pas vouloir la réduction des déficits, ne pas savoir dire comment on réduirait les dépenses de l'État, dont on sait très bien qu'on ne peut pas les réduire, la dépense publique comme ça, allez, on met 10 milliards de plus. En France, nous avons une histoire. L'État, c'est la nation, l'État, c'est la République. C'est notre histoire. Et qu'on soit chef d'entreprise, salarié, syndicaliste, simple citoyen, on est dépositaire de cette histoire. Et pour beaucoup, la promesse républicaine, elle s'incarnait, on peut changer ça, hein. Je ne dis pas qu'on ne peut pas changer. S'incarnait à travers, justement, le rôle de la puissance publique. Je viens de vous dire tout à l'heure que moi j'actais le fait qu'il fallait agir différemment, même eu égard à la promesse républicaine d'égalité, de droit, etc., en mobilisant la coproduction publique-privée, notamment privée non lucrative. Mais attention à ce que, à un moment, on ne sache plus dire comment on réduit la dépense publique, qu'on augmente donc du coup les prélèvements en application des règles pour réduire les déficits et la dette, et qu'à la fin il se passe quoi? Eh bien il se passe que le niveau de tolérance, effectivement, comme je l'entends à l'impôt, est franchi, mais qu'on poursuive en application des règles européennes, avec ce qui se passe dans ce pays en ce moment. Et je le dis parce que chaque fois qu'on prend position les uns et les autres dans le débat public, il ne peut pas y avoir juste le gouvernement qui sera responsable de ce qui va se passer. Hein. On est collectivement responsable de ce qui
pourrait se passer. Et moi, partout où je vais, je vois quoi des gens qui pensent que moi, mais vous aussi. Pas que moi, vous aussi. Vous appartenez aux élites de ce pays. N'êtes pas en capacité de modifier leur situation. Que droite ou gauche, patron ou syndicaliste, curé ou laïc, on ne répond pas à leurs problèmes. Bien, il y a des moments où il faut prendre la mesure du temps politique dans lequel on est. Et pourquoi moi, des fois je réponds avec virulence, parce que je pense qu'il le faut, je me garde aussi de faire attention à ce qu'on n'alimente pas ce qui ressemble de plus en plus aujourd'hui à l'envie de mettre un grand coup de pied aux fesses et d'installer potentiellement au pouvoir des femmes et des hommes. Je le répète, c'est one shot l'extrême droite. Hein. C'est pas du... Une fois que c'est mis, installé, là, après, les fils sur lesquels on jouait, le dialogue social, le dialogue démocratique, etc. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Moi, pardon, mais je vous fais partager un sentiment, mais quand je pense qu'il y a des moments où il faut prendre la mesure de la gravité de la situation, et parfois, sans pour autant abandonner ses convictions, baisser d'un ton dans les décibels, quand le fait de monter les décibels crée un brouhaha, et dans ce brouhaha, tout le monde pense que la seule solution, c'est justement ou de se mettre à l'écart du jeu démocratique, ou de balancer le jeu démocratique. Voilà, donc je voulais vous dire, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais parce que je pense qu'il faut que je vous le dise à vous, et que c'est ça.